Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu 12 Hours at Malim, publié par Snafu Design en 2022. Dans cette vidéo, nous allons introduire le jeu proprement et faire un survol des règles. Alors, ce jeu-là n'était pas du tout sur mon radar et une des joies d'être sur le serveur Discord de Play by Email, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posté Je cherche un adversaire pour ce jeu-là. Ma réaction fut instantanément What the fuck is this? Je suis allé voir sur Board Game Geek, je suis allé voir sur le site de l'éditeur, j'ai taponné avec le module Vassal, j'ai lu les règles, j'ai dit coudonc, ça a l'air pas pire, puis j'ai répondu à l'invitation. Fait que dans cette courte playlist-là, j'ai l'intention de faire juste deux vidéos. Cette vidéo-là de survol des règles. On n'ira pas nécessairement en détail de toute la moindre petite règle, quoique c'est un jeu relativement simple. Si on regarde encore sur le dessus de la boîte, en haut à gauche, c'est écrit que ça fait partie des Small Battles, qui est, je pense, une série de jeux de Snafu Design, l'éditeur, là, des jeux avec une petite empreinte. Là. C'est pas une grosse patente. Là. C'est un jeu qui se déroule, je pense précisément le 20 mai 1941, jour où les Allemands ont parachuté un paquet de troupes sur l'île de Crète pour essayer de capturer le airfield de Malim dont il est question. Alors 12 heures à Malim, c'est vraiment le cas de le dire. Là. C'est un jeu qui se déroule sur une journée au total, mais ceci dit, quand même à l'échelle qu'on pourrait dire opérationnelle, là, ou ce qu'on appelle des fois le grand tactical, là, c'est-à-dire qu'on ne voit pas chaque phase de soldat nécessairement sur le jeu, là, mais en même temps, il y a des règles de line of sight, puis bon, les hexagones ne représentent pas une quantité très grande d'espace. Là. Fait que je vais faire un survol des règles dans cette vidéo-là, puis je vais donner ma critique du jeu dans le prochain vidéo, puis après ça, that's it, là. Fait qu'évidemment, l'Allemand est l'attaquant. L'Allemand n'est pas présent du tout sur la map. N'ajustez pas votre appareil. Ce n'est pas une erreur. Tout ce que vous voyez là présentement, ce sont des unités alliées. Principalement des unités de la Nouvelle-Zélande que j'ai cru comprendre dans le rulebook. En tout cas, c'est comme d'habitude avec tous les jeux historiques. Là, c'est toute une histoire. Euh, Puis le setup que vous voyez là, c'est à 95% scripté, là, c'est-à-dire tu sais, telle unité va dans tel hexagone, telle unité va dans tel hexagone. Il y a très peu de décisions que l'allié peut prendre. Essentiellement, les alliés s'y attendaient, puis s'étaient préparés du mieux qu'ils pouvaient à contrer une invasion là, aéroportée, si on veut. Dans le cas de l'Allemand, il y a un petit peu plus de décisions à prendre. Euh, Bon, il y a toute une série là, d'unités là, qu'il peut prendre puis qu'il peut distribuer comme ça, mais l'Allemand va surtout choisir ses drop zones ici. Là. Fait que chaque rangée d'unités, si on veut, va être associée à une drop zone. Ces marqueurs-là, une fois que les choix de l'Allemand vont avoir été faits, ils sont tous mis du même côté là, pour être un peu secret par rapport à l'Allié. Puis essentiellement, l'Allemand va prendre ces marqueurs-là, puis il va venir les colisser dans les différents drop zones, incluant les deux dummies ici que vous avez vus, là, euh, dans le but de confondre l'allié, puis de dire ah oui, je vais peut-être dropper du monde ici, puis finalement, c'est pas vrai tout là. Puis chaque tour dans ce jeu-là représente une demi-heure, fait qu'on est quand même à l'échelle, en tout cas au niveau du temps, là, c'est assez. Puis le turn marker, ça j'avoue, c'est une des affaires innovantes du jeu, et vraiment une horloge ici. Fait qu'il est 8h30 le matin, le marqueur de temps est ici. Puis il y a deux marqueurs de retraite, si on veut, de withdrawal, un allemand, un allié. Puis les deux sont à 6 heures le soir. Puis ces marqueurs-là, puis c'est carrément ça la win condition, ces marqueurs-là, suite à certains événements, vont soit, comme dit le jeu, là, c'est toujours un petit peu compliqué à dire, là, mais vont soit reculer ou avancer. Puis essentiellement, le jeu va se terminer quand le marqueur de temps rencontre un de ces marqueurs-là. Ce camp-là perd. Ça veut dire que ce camp-là a décidé finalement, fuck it, si on s'en va, on retraite, on lui laisse le airfield. Fait que quand le marqueur de temps, par exemple, dans une situation comme ça, le marqueur de temps avancerait d'une demi-heure à chaque tour, puis à un moment donné, il foncerait dans le marqueur allemand, puis les Allemands perdraient la game à ce moment-là. Fait que ça représente, fait qu'apparemment que ça a été serré en tabarnak jusqu'à la fin. Puis ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Dans la vraie vie, c'est les Allemands qui ont gagné cette bataille-là spécifiquement. Là. Les Alliés se sont retirés. Euh, fait
tout dépend, là, tu sais, puis fait, comme je disais, les marqueurs peuvent avancer, peuvent reculer. Vous pourriez vous ramasser avec un marqueur à 7 heures le soir, un autre à 5 heures le soir, peu importe. Mais pendant ce temps-là, le temps avance, puis vous essayez que le marqueur de votre faction soit le plus loin possible du marqueur de temps. Fait que, bravo pour l'originalité, vous avoir les hosties de points de victoire encore ou d'autres genres de conditions de victoire. Quoi qu'on va y revenir, ben, c'est pas l'affaire la plus intuitive nécessairement là, au niveau de cette patente-là. Là. Fait, fait qu'en début de game, l'Allemand crée ses drop zones là, partout où il y a des grosses patentes de même, incluant deux demi. Puis là, après ça, quand on va arriver, bon, ben là, il est 8h30, fait que là, on va résoudre cette drop zone-là. Donc, où a-t-il calissé ce marqueur-là? Là, il le révèle, ta dame. Et là, c'est, dans ce cas-là, cette unité-là vont dropper sur la map. Puis où vont-elles dropper? Ben là, c'est relié à un petit schéma là, que vous avez dans les règles, où est-ce que le 7 qui est souligné ici représente l'hexagone du drop zone comme tel. Puis l'Allemand va rouler 2 dés pour chaque unité, une à la fois. Puis là, par exemple, s'il pogne 8, ben là, l'unité va être placée par rapport au drop zone. L'unité va être placée ici. Fait que si, par exemple, le drop zone était là, puis il roule 8, bon, ben, l'unité allemande arrive ici. Là. J'ai pas pris la bonne. J'ai pris ma game en cours là, que je vais vous montrer plus tard. Là. Mais bref, dans le cas de cette drop zone-là, s'il roule 8, son unité va dropper ici. Donc là, si on revient au truc, là, c'est un en haut, puis un en haut à droite de l'hexagone qui représentait le drop zone. Si vous pognez 7, vous êtes direct dedans. Puis comme ça dit cette affaire-là ici, si l'Allemand pogne 2, ben là, c'est le perfect drop, c'est l'unité drop dans un hexagone de son choix parmi ceux-là. Puis 12, c'est le snafu drop. Là, à ce moment-là, c'est l'allié qui choisit encore là parmi ces hexagones-là. Puis dès que l'unité à drop, elle peut se faire tirer dessus par les alliés. Fait que les unités, en gros, ça, c'est le firepower, le gros chiffre. Le petit chiffre, c'est leur range en hexagone. Particularité de ce jeu-là, il y a du line of sight dans le sens où le line of sight de toutes les unités, c'est 4 hexagones. Mais aucune incidence du terrain par rapport au line of sight. Zéro. J'ai jamais vu ça de ma vie, personnellement. Là. Il faut croire qu'il n'y avait pas un hostie d'arbre. J'avoue que c'est un airfield. Fait que, tu déboises quand même dans les alentours. Puis bon, l'île de Crête, je pense, c'est pas nécessairement réputé pour ces grandes forêts verdoyantes. Là. Mais bref, il y a pas un calice d'hexagone là-dedans. Même au niveau de l'élévation, il n'y a pas un hostie d'hexagone là-dedans qui nuit au line of sight. La line of sight, c'est 4 hexagones. Puis attendez-vous pas à sortir votre petit laser ou votre petite corde là, pour mesurer du centre d'un hexagone au centre de l'autre hexagone pour dire si je te vois ou je te vois pas. Là, c'est si l'unité est à 4 hexagones puis vous avez le range nécessaire, vous êtes correct. Toutes les unités allemandes qui drop, on va faire dropper une, mettons. Là. Dès qu'elle drop, l'Allemand va venir mettre un regroup marker dessus. Puis là, ça paraît pas dans le module vassal, là, ben le regroup marker, là, il y a des 2 puis il y a des 3. C'est mélangé normalement dans une cope, puis vous en tirez un au hasard, puis vous le collissez par-dessus. Ça veut dire que temporairement, puis ça, c'est un esti de. C'est saignant en esti le débarquement. Je veux dire, le drop en parachute, là, ça saigne en tabarnak. Là. Fait que ça veut dire que cette unité-là, temporairement, au lieu d'avoir une force de 8, parce que ça, c'est à la fois sa force pour tirer puis sa force pour se défendre. Elle a présentement une force de 2, jusqu'à temps qu'elle se regroupe typiquement à la fin du tour. Fait qu'elle va se faire tirer et elle va avoir mal en tabarnak. Là. Parce que quand vous vous faites tirer, essentiellement, il y a une unité primaire qui tire, vous essayez de prendre celle qui a le plus de force. Là, quoique je pense que vous êtes obligé de prendre une des unités qui est la plus proche de l'unité que vous tirez. Puis après ça, les unités qui sont adjacentes à l'unité qui tire peuvent tirer. Puis il y a d'autres règles. Quand vous tirez suite à un drop, c'est une chose. Quand vous tirez défensivement, c'est une chose. Quand vous tirez offensivement, c'est c'est une autre affaire. Vous avez aussi des unités qui peuvent faire un tir direct, là, celles qui sont à l'intérieur d'un carré blanc. Là. Puis il y a tout un paquet de règles. Mais dans les faits, vous allez cumuler votre force moins la force de l'adversaire. Puis là, il y a quelques modificateurs, genre êtes-vous collé dessus ou est-ce qu'elle est plus loin. Bon, puis il y a une couple d'autres gugus de même. Là. Mais fait que dans ce cas-là, par exemple, là, je pourrais avoir, mettons, 7. Puis là, c'est plus un par unité qui m'accompagne. Là. Je ne fais pas la somme nécessairement. Là.
Je pense qu'officiellement, dans un tir, suite à une drop zone, je peux prendre toutes les unités qui sont in range. Fait que dans ce cas-là, j'aurais 7, 8, 9, moins 2. Elle a plus 1 parce qu'elle n'est pas adjacente à moi, fait que ça fait 3. Fait que 9 moins 3, ça donne 6. 6, ils appellent ça le chiffre, le target number, je pense. Puis là, vous allez rouler un dé. Si vous pognez plus haut que le target number, il se passe rien. Puis ça va arriver là. Bon, une fois que les regroup markers sont partis, là, ça va arriver des fois, là, ça, là, parce que là, la force des unités allemandes est crissement plus forte. Là. Si vous pognez égal, l'unité est pinée. Si vous pognez un de moins, l'unité est pinée, à moins qu'elle soit déjà pinée, dans lequel cas elle bouffe un hit. Puis si vous pognez 2 ou moins, l'unité bouffe un hit direct. La grande majorité des unités, c'est un classique. Oups, ils ont 2 steps. Puis quand ils ont bouffé un hit, ils sont moins forts, puis il y a un autre hit, puis ils sont éliminés. Fait que les marqueurs de regroupe, comme je dis, ayant une valeur de 2 ou 3, c'est un hostie de big deal. L'Allemand a aucun fucking contrôle sur son hostie de les unités drop, Chris n'importe où. Le jeu vous punit pour avoir plus qu'une unité aussi dans le même X, qui est encore une fois hors contrôle complètement de l'Allemand au début, parce qu'il y a des unités des fois qui vont dropper dans le même hexagone, puis qui vont se faire tirer instantanément par l'allié. Même si, par exemple, la deuxième unité allemande tombe ici, où est-ce qu'elle est officiellement out of range de tout le monde, l'allié peut tirer encore sur cette unité-là, Colis, lors du drop zone. Donc, il n'y en a pas de facile. L'Allemand sort de son parachutage là, avec plusieurs pertes. Il faut s'attendre à ça. Là. Mais après ça, le vent tourne un petit peu. Puis il commence à se refaire. Là. À la fin du tour, la majorité du temps, les marqueurs de regroupe, à moins que vous soyez collé sur l'ennemi, ou est-ce que là, c'est pas nécessairement automatique, mais vous avez l'option de reculer pour que là, ce soit automatique. Là, mais normalement, la majorité des marqueurs de regroupe s'en vont. Être piné, c'est pas nécessairement négatif, parce qu'au niveau du pin, il y a un mix de marqueurs, je pense, -1, 0, puis +1. Fait que des fois, comme dans le cas de ce +1 là, l'unité est tellement chie tellement dans ses culottes qu'elle est vraiment couché, le style, puis est plus difficile à tirer. Le but principal de l'allemand, c'est de capturer. Là, il y a des X qui valent plus que d'autres. Là, fait que le but essentiellement de l'allemand, c'est de capturer les hexagones avec des étoiles. Il y a des étoiles bleues, des étoiles brunes. Ça va faire bouger là, fait que quand il y a 2 étoiles, une bleue puis une brune, là, c'est crissement bon pour l'allemand. Là. Fait qu'essentiellement, à chaque fois que l'allemand capture une location avec une étoile bleue, il avance son marqueur de withdrawal. Avancer son marqueur de withdrawal, ça veut dire l'éloigner du marqueur de tour. Puis à chaque fois que l'Allemand capture une étoile brune, l'Allié recule son marqueur de withdrawal. Ça veut dire que là, il se rapproche du truc du temps. Puis après ça, si l'Allié recapture, il peut venir démancher ces affaires-là. Chaque fois qu'il y a 4 unités allemandes qui sont éliminées, l'Allemand est puni puis doit justement reculer son marqueur de withdrawal. Essentiellement, dès qu'il y en a une quatrième qui est éliminée, il en choisit une aléatoirement. Elle va redevenir possiblement dans les renforts. Les 3 autres sont éliminés pour de bon. L'allié peut se faire colisser à voler, se faire éliminer tout le monde. Ça calisse rien. L'autre affaire qui permet à l'allié de bouger ici, d'avancer, c'est d'essayer de contacter chacune des compagnies. Là. Fait que ça, c'est la compagnie C, ça, c'est la compagnie D, ça, c'est la compagnie A, je pense. Là. Fait que tant qu'une compagnie n'est pas contactée, elle ne peut pas sortir de son espèce de zone. Puis dès qu'elle est contactée, ces unités peuvent sortir de la zone. Ils sont identifiés là, avec la lettre sur le counter. Puis en plus, ce marqueur-là bouge. Là. Puis le fait de contacter aussi des compagnies fait en sorte qu'il y a un jet de panique à partir de 11 heures. Puis à chaque heure pour la suite, il y a un jet de panique pour l'allié. Là. Euh, bon, c'est un grand mot, là, mais c'est pour dire est-ce que l'espèce de commandant qui était sur place chie dans ses culottes puis donne l'ordre OK, on décrisse. Fait que plus il a contacté de compagnie, plus il est capable d'avoir un bon assessment de ce qui se passe sur le terrain, puis plus il est en mesure de dire non, non, si on reste, on garde nos positions, on garde nos positions. Mais ça, là, c'est une des grosses sources. Là, vu que ça arrive à chaque heure, là, ça va arriver comme des 1, 2, 3, 4, 5, 6, probablement 6, 7 fois dans le game. Puis si vous n'avez pas contacté beaucoup de compagnies, les odds sont pas très bonnes. L'autre affaire qui est particulière, c'est que la fin du tour, c'est pas quelque chose qui est fixe. Fait que c'était écrit, on le voyait un petit peu ici. Là. Fait que, une fois que l'Allemand a droppé son monde, puis que là, le tour officiellement commence, bon là, c'est extrême à 8h30, là,
Mais là, on va commencer à se tirer dessus potentiellement. Là, entre autres, l'Allié va tirer sur l'Allemand jusqu'à temps qu'il soit plus capable. Puis là, mais quand on tire, je rappelle, si on lance un D6, dès qu'il pogne 3 ou plus, le tour se finit après cette action-là. Puis à 9 heures, c'est 4 ou plus. Puis à 9h30, c'est 5 ou plus. Puis à partir de 10 heures et jusqu'à la fin de la game, le tour se finit sur un 6. Fait que la majorité du temps, quand vous bougez, à chaque X que vous bougez, vous pouvez vous faire tirer dessus. Fait que on va lancer souvent des dés pour se tirer dessus. Soit qu'on va tirer dessus comme notre action principale, ou qu'on va bouger puis que notre adversaire va nous tirer dessus. Fait que dans les deux cas, il y a beaucoup de D6 qui vont être roulés. Puis à un moment donné, dès qu'il y a un 6 qui est roulé, whoop, on finit l'action en cours, puis après ça, le tour prend fin. Fait que un tour peut prendre fin après une action d'un joueur, comme ça peut s'étirer comme le calice. On ne le sait pas. Là. Fait que le temps est très, très élastique dans ce jeu-là, mais c'est toujours une demi-heure qui va se passer à chacun des tours pareil. Les deux joueurs ont à leur disposition ce que le jeu appelle des actions de quartiers généraux. Là. L'Allemand a accès à deux marqueurs de Stuka là, pour faire une espèce de bombardement ou de plus de strafing qu'on appelle. J'ai aucune idée c'est quoi en français, là, mais de venir tirer puis de poivrer des unités qui sont au sol. Il peut se saisir de l'initiative aussi, là, c'est sa deuxième patente qui est possible. Parce que le marqueur d'initiative, c'est un peu comme dans bien d'autres jeux, là, le joueur qui l'a peut le dépenser, entre guillemets, ou essentiellement le donner à son adversaire pour rebrasser n'importe quel dé, un des siens ou un de ceux de l'adversaire. Fait qu'il y a quelque chose de particulièrement critique qui vient d'arriver, puis vous voulez vraiment pas que ça arrive, vous avez le marqueur d'initiative, et vous le brûlez, puis vous le donnez à l'adversaire, qui en passant peut le flouber immédiatement pour rerouler le même dé s'il veut, ou le garder avec lui. Puis beaucoup de ces actions-là de quartier généraux, fait qu'une des actions de l'Allemand, c'est de se saisir de l'initiative. C'est rare, tabarnak, que vous allez faire ça. Il y a 100 millions d'autres affaires plus importantes à faire. La majorité de ces actions-là, comme c'est écrit avec la petite étoile, puis ça va être pas mal la même affaire pour l'allié, là, c'est que vous avez un bonus au jet si vous êtes si l'autre camp est en train de gagner, autrement dit. Fait que c'est une petite affaire, un mécanisme de catch-up, cette affaire-là. Autrement dit, c'est plus facile de donner un ordre au Stuka pour l'Allemand si jamais l'allié est comme en avance puis dans une position de gagner le jeu. Là. L'allié a un petit peu plus, ben l'allié peut contacter ses compagnies, c'est comme ça qu'il fait son espèce c'est comme ça qu'il peut contacter justement les compagnies sur le terrain pour savoir comment ça va. Là. C'est tough en tabarnak, là, ça y prend un 2 ou moins, puis c'est modifié encore là si ça va mieux si le German Withdrawal Marker, en tout cas, lui aussi, c'est influencé par le fait est-il en train de gagner ou est-il en train de perdre. Puis le leader aussi de la compagnie, là, qui est celui avec le petit drapeau, là, si cette unité-là spécifiquement, qui n'est pas super forte, là, mais s'il est éliminé, ça complique la patente. Là. Il peut faire appel à des ingénieurs, il peut faire appel à deux tanks qui sont fucking puissants, mais qui sont fucking fragiles aussi. À toute fois que vous les utilisez, vous lancez un dé, puis le tank a une chance sur trois d'être capote, une autre chance sur trois d'être flippé, puis d'être euh, crissement moins efficace. Puis il y a une chance sur trois qui arrive à rien. Là. Fait que c'est quand même assez difficile. Puis il y a accès à d'autres unités en réserve aussi qui peuvent venir se battre. Fait que c'est pas mal ça. Quand vous vous déplacez, c'est un peu. C'est compliqué. Votre vitesse de déplacement, c'est aussi le gros chiffre qui est ici. Fait que cette unité-là, pour vous donner une idée, elle peut se déplacer de 7 hexagones. Fait qu'elle peut se déplacer, elle peut se déplacer. Bon, fait que là, il y a les limitations. L'Allié ne peut pas sortir de son petit carré de sable tant que sa compagnie n'a pas été contactée. Là. Mais l'Allemand, s'il veut, peut faire un crise de bout. Sauf qu'à chaque pas que vous faites, vous pouvez vous faire tirer dessus par les unités qui sont in range. Puis le jeu fait en sorte que chaque hexagone que vous avez bougé pendant votre activation est une pénalité à votre force ou un bonus au tir de l'adversaire. Il y a deux façons de le voir. Là. Fait que plus vous bougez une grande distance, plus vous êtes exposé, puis plus vous risquez de vous faire tirer. Puis je répète, oubliez ça de vous cacher dans la forêt, asti, ou de vous cacher en arrière d'une colline, puis tout ça. Là, imaginez que c'est un hostie de grosse surface plane, cette affaire-là. Là, c'est tout le monde voit tout le monde. Là, ce n'est que le range qui est ici, qui peut limiter une personne pour tirer. Fait qu'on continue de même jusqu'à temps que le marqueur de temps se rende à la fin avec l'Allemand qui essaye de percer puis de ramasser le plus d'hexagones possible. Là. Il y en a
dans chaque truc de compagnie, là, évidemment, il y a des zones qui sont plus payantes que d'autres, là. Celle du Airfield lui-même a trois étoiles au total, là. C'est définitivement la plus payante. Puis c'est là que l'Allemand va essayer de faire son plus gros push, là. Il n'y a pas besoin d'en capturer une tonne, surtout si l'allié panique, manque ses jets de panique, là. L'Allemand n'a pas besoin de capturer toute la map, là. Tu sais, je répète que ça a été dans la vraie vie une bataille assez chaudement disputée. Fait que vous finirez pas à game avec genre il reste 3 unités alliées puis 50 unités allemandes, là. Ça va être assez serré jusqu'au bout, most likely, comme on dit. Fait que c'était le survol des règles. Veux pas dans une prochaine vidéo, quand je vais faire ma critique du jeu, je vais revenir peut-être sur certaines règles, puis je vais en expliquer d'autres, comme d'habitude. Mais ça, c'était mon petit overview pour nous partir. Manquez pas la suite. À plus.